peux y aller. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis très content que vous soyez ici, que vous passiez votre temps pour venir voir ma conférence aujourd'hui, parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient en haleine depuis maintenant 2 ans et qui, j'espère, sera au bon niveau d'information, vous plaira. N'hésitez pas à venir me voir à la fin pour me dire ce que vous en avez pensé. La slide sera disponible sur un lien que je vous mettrai en fin, donc pas forcément besoin de prendre des photos si besoin. Alors moi, c'est Romain Langlais, je suis SEO Lead chez Agicap. Précédemment, j'ai commencé chez Noise, donc en agence, chef de projet agence pendant 2 ans. Après, j'ai filé 2 ans chez Rakuten France, donc une marketplace, gros site e-commerce, des millions de pages, où j'étais chef de projet plutôt technique, axé sur le source indexing, le maillage interne, la navigation à facettes et pas mal de choses. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ma passation quand je suis passé de Rakuten à ma nouvelle entreprise aujourd'hui, Agicap, qui est une SaaS FinTech. Alors, du coup, ce choix est basé un peu sur un choix vénal. Mine de rien, je ne connaissais pas du tout ce genre de SaaS, ce genre de domaine. Et il y a eu un énorme clivage quand je suis passé entre les deux que j'aimerais vous évoquer aujourd'hui et vous donner aussi quelques éléments de réponse sur qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans pour faire en sorte qu'Agicap explose en termes de SEO. Alors du coup, je me suis intéressé, quand Agicap s'est intéressé, venu vers moi, je me suis intéressé à qu'est-ce qu'était Agicap. Je me suis mis à faire ma recherche, à crawler le site, à faire une étude de mots-clés. Mais pendant pas mal de temps, je me suis dit, mince, la finance, c'est ennuyeux quand même. Je référençais des cartes Pokémon, je référençais des choses, voilà, du B2C. J'ai pas envie d'aller en finance. Et puis après, je me suis quand même penché un peu plus sur le site. J'ai discuté avec la personne qui souhaitait me recruter, Céline Kourazi, qui est la Head of Acquisition, et elle m'a un peu plus parlé de ce domaine. J'ai fait mes recherches, une chose m'a étonné, mince, il y a très peu de volume de recherche. Le logiciel, le nom du logiciel de trésorerie, est très peu tapé dans Google. C'est une thématique récurrente dans le domaine des SaaS, on va en parler après. Je parle à Céline Kourazi, elle me parle des différents KPI qui pilotent ce genre d'entreprise, et c'est là qu'elle m'a évoqué que ce genre d'entreprises sont pilotées au MRR, une métrique que je ne connaissais pas. C'est une métrique qui est à mon sens très intéressante, parce qu'il est en complet clivage, en complète contradiction avec ce qu'on fait en e-commerce, puisque la journée est beaucoup plus longue, que les abonnements se font sur une échelle temporelle, et que donc l'approche du revenu et de ROI est complètement différente. Pour comprendre ce que c'est que le MRR, le revenu moyen généré sur ce genre de SaaS, il faut comprendre quelques autres métriques. La principale métrique à comprendre, et qui dirige notamment les startups, c'est le New MRR. C'est les nouveaux abonnements générés dans les SaaS. Cette métrique, du coup, c'est l'accumulation, tout simplement, au mois par mois, de nouveaux abonnements. Ce qui fait que la courbe de revenus, si le MRR ne bouge pas, la courbe de revenus est quand même exponentielle. Elle doit être contrebalancée au churn. Le churn, c'est les annulations d'abonnements. Ça plus ça font que le MRR évolue au mois le mois, plus une autre donnée qu'il faut prendre en compte, le CLV, le Customer Lifetime Value, qui est en fait l'accumulation du revenu sur toute la durée de vie d'un utilisateur. Ah, merci. Okay. Donc, c'est très organique comme user journey. Une personne passe un abonnement, elle a besoin d'un autre service, donc le revenu généré au mois par mois change, et c'est ça qui est intéressant sur ce genre de logiciel. Alors du coup, la dernière métrique que j'aimerais vous montrer, c'est le NRR, le Net Retention Revenue. Cette donnée, c'est une métrique principale dans le domaine des SaaS et des startups, puisqu'en fait, c'est le contrebalancement des revenus générés et du churn. C'est une métrique de risque, c'est une métrique qui est utilisée pour valoriser les startups, puisque les startups qui sont valorisées, qui ont un churn entre 100 et 110%, sont valorisées à 9 fois leur ARR, c'est-à-dire ce qu'elles génèrent en un an. Et si elles excellent 110%, ça peut aller jusqu'à 29 fois l'ARR annuel en valorisation de capital. Et donc du coup, il y a un énorme clivage. J'ai eu un énorme clivage quand je suis passé de e-commerce à SaaS software, en me rendant compte que la rentabilité est exponentielle, mais qu'elle est très fluctuante, et que donc ça implique pas mal d'enjeux, que ça implique énormément aussi d'enjeux de tracking et d'attribution, puisqu'en fait l'attribution, quand un utilisateur vient, qui fait un upsell avec un commercial,
est-ce que s'il a été réactivé par une annonce paid, est-ce que c'est le commercial qui l'a upsell qui va être attribué à ce lead? Est-ce que ça va être le levier d'acquisition qui va être attribué? Et le modèle de contribution, c'est-à-dire chaque point de contact, quel est le poids de chacun des poids de contact dans cet upsell? Alors du coup, 3 éléments, avant d'entrer vraiment dans le détail, très présents et très importants. Premièrement, dans ce genre de domaine, on a une user journey qui est très longue en B2B. On a des données Content Square qui évoquent à peu près 6 sessions avant l'achat dans le domaine du e-commerce. En comparaison, via des données qu'on a en interne, via un outil d'ABM qui s'appelle SixSense, on se rend compte qu'on a entre 15 et 22 points de contact avant un achat. Alors, on a un autre élément qu'il faut prendre en compte, une autre caractéristique dans ce genre de domaine, ça va être du coup qu'il faut absolument s'imprégner de la culture sales. Il faut absolument faire de l'entrisme dans plusieurs des équipes, mais surtout de l'équipe sales, comprendre comment ils traitent les leads, comment ils évaluent la qualité des leads, comment est-ce que les différents produits qui existent sur votre logiciel va convertir ou pas, et comment vous allez traduire ça en stratégie SEO. Et donc on va se poser 2 questions. Est-ce que les leads que j'envoie aux commerciaux sont de bonne qualité? On va répondre à ça par le lead scoring, qu'on va évoquer après. Et est-ce que les commerciaux traitent mes leads avec des données CRM? Le dernier élément que j'aimerais vous évoquer avant d'entrer dans le détail, c'est que tout simplement, la majorité des SaaS n'existait pas il y a 5-10 ans. C'est un domaine qui est extrêmement innovant. La requête principale, logiciel de trésorerie, n'est pas tapée souvent. Et donc il faut avoir une keyword coverage qui vous permette d'aller chercher toutes les requêtes qui font référence aux pain points des utilisateurs, notamment dans la fintech, où on fait référence du coup à une clientèle qui est plutôt axée sur des DAF et des CEO, plutôt traditionnalistes, parfois peu enclins à l'high-tech. Et donc pour répondre à ça, il faut élargir les champs sémantiques, faire beaucoup de conversion rate optimization, en se basant sur votre traffic awareness, et chercher constamment de nouveaux supports. Et c'est là que le bas blesse, du coup, entre le clivage qu'il y a entre le e-commerce, où je pense, de mon point de vue, qu'on est très drivé par le trafic, par faire du volume, faire beaucoup de trafic, vendre beaucoup de produits avec des marges faibles, par rapport au B2B, où c'est parfaitement l'inverse. Alors du coup, pourquoi être concentré rapidement sur les performances business? Ça, c'est beaucoup de problématiques que j'ai rencontrées en interne et que peut-être certains d'entre vous rencontreront. C'est qu'il faut déjà actionner les stratégies, bien sûr, mais aussi et surtout légitimer la position de votre levier d'acquisition. Chose qui est beaucoup plus facile quand vous êtes ROI-centrique et axé sur la performance, parce qu'il y a beaucoup de leviers d'acquisition, d'équipes marketing qui ne sont pas axés sur la performance. Vous l'êtes avec les équipes paid, et donc je pense qu'il faut capitaliser sur ça pour faire en sorte de légitimer notre position et faire en sorte que nous soyons des relais de croissance vraiment stables et sûrs pour la suite des événements. Et puis, évidemment, le scaling en demandant de nouveaux budgets, parce que le SEO est à 100% basé sur ça. Et donc, il faut légitimer la prise de risque et une fuite vers l'avant, donc de demander de nouveaux budgets. Et surtout, émuler les équipes, vulgariser. Donc, émuler les équipes, notamment les équipes de rédaction, leur faire comprendre que ce que ces personnes font ont un impact qui est direct, les positions, le trafic, etc. Persuader les développeurs, leur montrer qu'on parle le même langage et qu'on est, on va dire, les équipes les plus tech dans le marketing et qu'on est là pour se faire ce point de relais-là. Alors du coup, le problème, quand on veut être rentable, c'est la donnée disponible. La donnée disponible, en fait, nous, quand on attaque sur un nouveau marché, sur lequel il n'y a pas beaucoup de logiciels qui existent, pas beaucoup de pays qui l'ont attaqué, c'est le cas notamment dans les fintech, puisqu'en Europe Ouest, c'est beaucoup moins mature qu'aux US, et bien on a très peu de données sur lesquelles se baser pour répliquer, donc il va falloir faire beaucoup de R&D. Se baser uniquement sur Ahref, sur SEMrush, sur des données qui se basent sur des data tiers d'audience ne suffisent pas, même s'il y a quelques données qui peuvent nous donner des indications de rentabilité, par exemple le CPC, qui est une donnée en fait, donc ads, mais basée, qui est basée sur la transactionnalité d'un mot-clé. Vous pouvez vous aider aussi sur les sémantiques utilisées par les affilieurs, parce que généralement, même s'il y a beaucoup d'affilieurs dans ce domaine, J2, Capterra, Independentio, qui sont à 100% basés sur le chiffre d'affaires et pas forcément sur le trafic.
Il y a d'autres méthodes pour le faire, créer un scoring, etc., etc. Alors du coup, rentrons dans les détails. Comment on va faire pour lancer une stratégie de contenu SEO pour lancer un SaaS? Il va y avoir 3 principaux groupes de contenu. Le groupe principal, celui qui va considérer 90% du trafic, ça va être le trafic awareness, qui va considérer du coup tous les sujets autour des pain points de votre ICP pour envoyer du trafic sur votre site, le tester, itérer et voir le comportement de l'utilisateur. Donc à chaque groupe de contenu et de type de ressources que vous allez envoyer vont être affiliés des métriques et des types de conversion. Et il faut bien expliquer du coup aux équipes qui travaillent avec vous que ce n'est pas du tout le même objectif. Le deuxième, la considération, le mot fou. Donc c'est tous les sujets qui font référence à un besoin spécifique, sans faire référence à votre logiciel, mais pour lequel votre logiciel pourrait y répondre. Par exemple, un budget prévisionnel, par exemple, un plan de trésorerie. Nous, on est un logiciel de trésorerie, on automatise le plan de trésorerie, c'est notre logiciel, mais en revanche, le plan de trésorerie est tapé pratiquement 4-5 fois plus. Et donc, il faut aller truster l'ensemble de ces requêtes qui sont considération. C'est plutôt du middle traffic, mais là, on va plutôt chercher à les envoyer sur vos pages à fort trafic et vers les pages chaudes. Les requêtes purchase, qui vont être centrées autour de la transactionnalité et de la recherche directe de votre produit ou des produits avoisinants. Des pages comparatives, des pages alternatives, etc., etc. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails, vite fait, des grandes typologies de contenus qui fonctionnent aujourd'hui en 2024. Les contenus informationnels, évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour faire du trafic informationnel, awareness, pour envoyer du trafic en volume. L'objectif ici, c'est de les envoyer vers vos pages à fort business. Et donc, en fait, les KPI que vous allez regarder, c'est plutôt les taux de sortie, les taux de rebond, etc. Les pages type glossaire, les pages type glossaire, c'est bien parce qu'en fait, vous pouvez les faire de façon programmatique, vous pouvez les automatiser. Par exemple, sur Agicap, on a fait un test récemment, c'est qu'on avait sorti 50 pages x 4 sur les pays, qu'on avait fait rédiger en ChatGPT. Donc simple, Google Sheet, connecteur, plugin, on l'envoie dans le CMS parce que c'est des données qui sont structurées, donc c'est très facile à envoyer. Et on avait généré depuis, je crois, en l'espace de 6 mois, 55 000 cas de trafic pour à peu près 3 jours de travail. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet d'envoyer du trafic du PageRank, mais c'est pas ça qui va vous faire du client en réalité. Attention avec le programmatique SEO, j'aime bien évoquer ce point-là parce que du coup, exemple, causal.app a fait exactement comme ça, ils ont généré des pages en IA, mais en volume énorme. Et donc ils faisaient un peu les kékés sur LinkedIn pendant pas mal de temps pour évoquer cette stratégie, que cette stratégie avait été payante. Résultat, Spamdex, des pages qu'ils avaient générées sur des requêtes liées à Excel. Comment faire telle ou telle chose avec Excel. Résultat, le site down. Autre élément programmatique, data.ai, eux, ils avaient fait un programme international, enfin, ils ont sorti tout leur répertoire de langues sans forcément traduire tout leur contenu. Donc, il y avait des pages japonaises avec de l'anglais dedans. Pareil, Spamdex, énormément de pages sorties, pages de faible qualité, ils se sont fait sauter. Donc attention avec le programmatique, même si le programmatique SEO, à mon sens, sur les SaaS, c'est l'évolution logique des contenus et de l'évolution d'un site. Les outils et simulateurs, ça marche très bien pour ceux qui connaissent, ceux qui ont tapé par exemple salaire brut en net, ce genre de choses. Ça, c'est des sites qui fonctionnent très très bien et notamment sur des secteurs de niche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de voir s'il y a un besoin. Il y a très peu souvent de logiciels. Ça marche très bien en fait quand il n'y a pas d'autres logiciels qui existent ou de simulateurs qui existent sur ce sujet. Parce que vous allez vous positionner très facilement, sans beaucoup de contenu, même si ça demande du développement. La question, c'est quelle est la valeur apportée par votre outil et votre simulateur. Par exemple, le plus connu, c'est le modèle de facture, par exemple, générateur de facture. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que la personne est prête à laisser un formulaire pour convertir sur votre site et ensuite pouvoir être contacté par un sales potentiellement. Ça va vraiment dépendre de votre produit, de votre secteur, donc je ne peux pas forcément rendre une méthodologie là-dessus. L'accès aux ressources, très important, peut-être même le deuxième important, le plus important, les modèles à télécharger. Ça marche super bien, ça peut ramener des leads en volume, mais c'est des leads froids. Et donc du coup, par exemple, une stratégie simple, c'est d'aller scraper des bases de données, par exemple Eureka. Ils ont un répertoire sur e-bibliothèque. Donc vous allez scraper leur base de données, vous trouvez des idées de sujets, vous trouvez s'il y en a certains qui sont très proches de votre produit,
vous appliquez à votre propre template. Pour le télécharger, vous mettez un formulaire avec tous les champs qu'il faut. Et ça fonctionne très bien pour amener du volume de leads, mais des leads froids. Les vidéos, ça on a fait un test récemment, il y a 1 an maintenant, pardon. La vidéo, en fait, mine de rien, c'est que ça a plusieurs utilités. Évidemment, être positionné sur YouTube avec peu de concurrence parce que peu de personnes attaquent ce channel. Améliorer le ranking en intégrant les vidéos via vos articles. Et débloquer les snippets, puisque vous les avez intégrés dans vos articles, débloquer le lien vers votre article depuis les SERP vidéo. Même s'il n'y a pas de SERP vidéo qui existe, ça débloque plein de SERP super facilement. On estime à peu près 10% aux globalités des sessions qu'on fait sur nos articles informationnels qui contiennent une vidéo, à peu près 10% est dû au clic sur les snippets. Les pages alternatives et comparatives, ça marche super bien. Les pages comparatives, mine de rien, c'est des pages qui vont attirer des personnes. Alors, vous êtes en concurrence, généralement, si vous êtes un annonceur, vous êtes en concurrence avec des affilieurs. Et donc, vous n'allez pas pouvoir donner le même niveau d'information. Les pages alternatives, pour comparer des logiciels entre eux, ça va permettre de donner tout simplement, de préqualifier des leads et d'être honnête sur l'alignement que vous avez sur votre produit. Donc par exemple, vous faites quel est le top X logiciel, vous sortez cette page avec le bon format, un tableur, de la vidéo, des CTA, etc. Et ces pages, mine de rien, c'est notre principal apporteur de lead. Il faut faire attention néanmoins à quelques spécificités, notamment le droit à la comparaison, qui est pratiquement pareil sur tous les pays en Europe. Il faut faire attention à ne pas déprécier les concurrents, évidemment, donner de l'information qui est encore véridique et donc de l'information evergreen. Et dernièrement, comparer des logiciels de type identique. Les pages d'intégration, ça, par exemple, QuickBooks, c'est, je pense, la plus grande range coverage qu'ils ont lancé sur ça, c'est lancer des pages sur comment connecter X à X. Sur plein de secteurs, c'est super important. L'intercompatibilité entre les logiciels est super importante dans la fintech, mais pas que. Et ça peut marcher parce que c'est facilement automatisable de créer ce genre de page. FreshBooks a automatisé en partie les données qui est récoltées en mettant un formulaire en footer pour indiquer que vous voulez ajouter votre logiciel, intégrez-le nous, après il valide juste et c'est intégré à la page. Et mine de rien, par exemple sur QuickBooks, aux US, ça génère à peu près 5-10% de leur trafic. C'est pas beaucoup, mais la valeur du trafic est 3 fois plus forte que le reste des pages. Alors là, c'est à peu près tous les formats de pages qui fonctionnent très bien dans ce genre de marché, mais du coup, il faut travailler ces pages en travaillant en cluster. La méthodologie qu'on va adopter, ça va être de travailler en cluster, parce que quand je suis arrivé chez Agicap, du coup, la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de SEO. Et donc, les sujets abordés étaient abordés dans leur globalité. On se trouvait avec des pages de 5000, 6000, 7000, 8000 mots qui abordaient toutes les intentions de recherche d'un mot-clé. Typiquement, je ne sais pas, donc nous, c'était besoin en fond de roulement. Quelle est la définition de besoin en fond de roulement? Et donc, en fait, du coup, ça ne marche pas. Parce que le mot-clé, vous allez vous positionner sur le mot-clé définition, mais pas sur toutes les sous-requêtes. Ça va impliquer aussi d'autres intérêts de travailler en cluster. Un intérêt algorithmique, parce que vous allez envoyer plus de jus vers la page principale qui va vous générer du business. Ça va impliquer aussi une question de conversion, une question de tracking, tout simplement parce que si vous avez, de par le node provided, vous n'allez pas pouvoir repérer si vous avez un lead qui vient, de par quel mot-clé il vient, si c'est sur une seule page, vous voyez. Si la page se positionne sur 50 mots-clés, si un lead arrive sur cette page, vous n'allez pas pouvoir déterminer de quel mot-clé il vient. Donc ça va être une facilité de tracking de faire comme ça. Et une facilité rédactionnelle, parce que quand vous attaquez en groupe des contenus, vous allez pouvoir dire à vos rédacteurs, tu connais déjà ce sujet, rédige cet autre sujet. Il va pouvoir faire des liens beaucoup plus facilement que ça l'était, plutôt que de revenir sur ce sujet avec un autre rédacteur qu'il faut briefer à nouveau. Donc voilà, une fois qu'on a ces stratégies, on produit de façon industrielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, nous, sur une production de à peu près 20 par mois. Produire beaucoup sur les pays qui sont jeunes pour itérer, pour tester, pour voir si sur un autre pays, par exemple, c'est les mêmes sémantiques qui marchent. Et franchement, c'est pas souvent le cas. Enfin, c'est souvent pas le cas des pages qui génèrent parfois du gros trafic, vont générer beaucoup de lead gen dans un autre pays. C'est très intéressant à analyser. Et aussi, donc, progressivement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer. Une fois qu'on a atterri et qu'on a
truster la majorité d'un champ sémantique, on va optimiser de plus en plus, on va réoptimiser les positions et on va réduire le volume de contenu. Bon, une fois que vous avez lancé votre contenu, on va parler d'une autre chose, ça va être de faire du link building ciblé et héroïste. Alors du coup, il y a différents sujets, différentes priorités ou prérequis, on va dire prérogatives, pardon, pour lancer une campagne de netlinking. Ça va être par exemple de lancer un nouveau logiciel, un nouveau pays. Mais nous, ce qu'on préfère, ça va être de se concentrer sur deux typologies de campagnes, le lancement d'un nouveau produit et l'optimisation de position maximale atteinte. Donc par exemple, vous êtes position 7, vous générez déjà du CA, vous allez atterrir position 3, vous êtes sûr de générer plus des CA. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus ROI, c'est beaucoup plus facile à calculer en termes de ROI. Alors voici l'exemple par exemple d'une structure de coût de campagne qu'on a eu en 2023. Nous, on s'arrête sur des campagnes qui sont très simples, 2 000, 3 000 euros, sur une sémantique que l'on sait être génératrice de business. On va faire en majorité du lien achat. Vous pouvez faire du guest post, c'est gratuit. Et l'avantage des startups, c'est comme c'est un milieu qui est assez consanguin, vous allez pouvoir dealer du lien assez facilement, mine de rien, et avec des sites qui sont puissants. Et donc le guest post, de mon côté, même s'il y a beaucoup de personnes qui contredisent le bienfait de ça d'un point de vue spotting, je pense qu'on est un peu too big to fail et donc on se permet de le faire. Se baser aussi sur les RP. Les RP, nous, chez Agicap, on a eu 2 levées de fonds et donc on a eu beaucoup de retombées RP. Ce qui fait qu'on avait moins de besoin, mine de rien, de liens que d'autres sites. Faire après, donc fignoler avec du Ninja Linking pour, par exemple, diluer vos encres, pour diversifier votre profil de liens, etc. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on attend 3 mois que les positions maximales atteintes, minimum 1 mois, au mieux 3 mois, que les positions maximales soient atteintes, de façon à envoyer ensuite les liens et de façon à prouver que c'est le gap d'évolution de trafic, de crawl, de lead, a été bien généré par les liens. Histoire de réduire en fait, même si parfois voilà, les SERP peuvent changer, etc., mais ça permet de réduire le gap d'indécision et l'angle mort face à ça. Analyse de campagne, d'impact d'une campagne. Donc typiquement, quand on calcule le coût d'une campagne, on va ajouter le prix de la campagne, le temps humain qu'on a passé, estimé. C'est pas grave d'estimer le temps parce que c'est très difficile d'estimer le temps humain passé. Mais puisque ça comprend que quoi, en vrai, c'est 5-10% du coût réel dans toutes les campagnes, c'est pas super grave si c'est pas bien calculé. Et grâce à ça, on va calculer un ROI par campagne, tout simplement. On va évaluer ensuite le gap sur chacune des datas que ça va générer d'avoir cette campagne lancée, hausse du crawl, session, lead, téléchargement de ressources. On peut estimer, et c'est là que c'est plus complexe, le MRR généré, vous n'allez pas pouvoir dire que vous avez remporté tel volume financier tant que la personne n'a pas de churn. La personne va générer un revenu moyen jusqu'à ce que la personne churn. Donc ce qu'on peut faire, c'est estimer un churn moyen sur la globalité de vos personnes pour forecaster un revenu que vous avez généré à un instant T. Donc par exemple, vous avez obtenu 2000 de new MRR avec un churn estimé à 10 mois, ça veut dire que vous auriez 20 000. Bon, c'est à la hache. Et donc suite à ça, après, on va monitorer la campagne pour estimer le ROI approximatif de chacune des campagnes, voir s'il y a certains sujets qui fonctionnent mieux plutôt que d'autres. Et donc on en vient à cet autre sujet, c'est l'analyse des résultats. Donc nous, ce qu'on a fait pendant 2 ans, avant de parler d'analyse, on a vraiment éprouvé le trafic. On s'est concentré pendant 2 ans où on a fait péter le trafic sur 2 pays et après on a répliqué sur les autres pays internationaux ce qui fonctionnait. Dans l'analyse des résultats, moi, le gros conseil que je vais vous donner, ça va être d'analyser l'évolution de chaque étape du funnel en permanence. C'est-à-dire que chaque dashboard que vous allez avoir, vous allez intégrer chaque étape du funnel qui vous semble être les plus importantes en fonction de votre produit et ce qui se passe réellement sur votre site, de façon à pouvoir, par exemple, voir que, je ne sais pas, par exemple, si cet élément-là est rouge et le reste est positif, alors peut-être que ça veut dire qu'il y a une update de SEMrush ou d'Ahref. Si cet élément-là baisse, peut-être qu'il y a une baisse de position qui n'a pas été compensée par les hausses de position côté keywords, ce qui fait que du coup les keywords resteraient en volume approximatif les mêmes, mais vous auriez quand même eu une baisse de trafic et donc de téléchargement. Vous auriez par exemple pu avoir un problème de conversion, de nature de trafic qui a changé. Vous auriez pu avoir, donc là c'est plutôt sur les étapes commerciales parce que nous on fait de la génération de leads,
est-ce qu'il y aurait eu un problème de lead, de traitement de lead au niveau commercial, ce qui fait que ça va s'impacter aussi après sur le MRR plus tard. Par exemple, si tout le monde est en vacances, si ce n'est pas des périodes qui sont business, etc. etc. Alors du coup, utiliser ce prisme sur l'ensemble des URL, ça va être super important pour déterminer du coup quelles sont les pages qui génèrent du trafic. Le problème, c'est que du coup, au-dessus de 5 URL, au-dessus de 50 URL, ça va être compliqué de faire en sorte que ce soit actionnable et d'évaluer le business que vous allez générer sur chacune de ces URL. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est de fonctionner en cluster. Alors déjà, j'ai caché la partie gauche, mais ce que je vous conseille, c'est de regrouper des clusters de pages pour dire, OK, créer ce cluster nous a coûté soit tant de temps ou tant de contenu, on a généré tant avec ce cluster, et ben peut-être que c'est plus rentable de faire des clusters qui sont petits sur des sujets spécifiques où il y a très peu de concurrents, plutôt que d'attaquer des grosses sémantiques concurrentielles, compétitives, etc. Après, vous pouvez utiliser plein d'agrégats différents en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser les agrégats par produit, par pays, par cluster de mots-clés, comme on l'a dit, par type de page, donc je ne sais pas, informationnel, téléchargement de ressources, etc. Ou par catégorie, tout simplement, de votre blog. Et donc pour moi, ça c'est super important quand on commence à faire du volume. Grâce à ça, c'est ça qui va vous permettre de déterminer en fait quel est le MPP, on va dire le playbook SEO minimum pour générer du revenu convenable et demander du nouveau budget auprès du C-level. Et donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rétro-planer quand vous allez attaquer un nouveau pays, un nouveau produit, pour dire il faut que j'attaque ça au minimum pour atterrir sur un CA qui soit convenable. Alors, conseil, dans tout ça, moi je vous conseille de garder toujours un œil sur le pipeline set. Pour ceux qui font, j'entends, de la génération de leads, c'est-à-dire apporter un lead qui doit forcément être traité par un sales. Pour les autres, pas forcément, il n'y a pas besoin. En se posant deux questions, quelle est la qualité des leads que j'envoie? Est-ce que le lead est dans le bon ICP, etc., etc. Et est-ce que les leads traités convertissent? Pour cela, on va faire deux choses. On va se baser du coup sur les données comportementales. Qu'est-ce que l'utilisateur a fait avant? Session, téléchargement de ressources, demande de démo, etc. Et on va appliquer un scoring pour ça. On va se baser aussi sur les données prospects et CRM, et on va définir quel est le prospect, l'ideal customer profile, la personne qui est idéale pour convertir sur votre site, en collaboration avec évidemment les sales, mais il faut être avoir une grosse vélocité parce que ça peut bouger très vite. Une fois que vous avez ça, vous avez répondu à la majorité des questions sur quelle est la qualité des leads que j'envoie auprès des sales. Est-ce que les leads sont traités? Moi, je vous conseille de toujours garder un œil, évidemment, sur le pipeline de leads qui vous reste, histoire de voir s'il y a eu un problème dans le traitement des leads, s'il ne veut pas forcément traiter les leads parce qu'il y a une baisse de la qualité. Le time to address, combien de temps sont écoulés avant que le lead ait été adressé et soit rentré dans le pipeline prospect? Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ces données-là par cluster, par page, etc. Le prospect ou démo vous permet de déterminer la proportion de leads que vous avez rentrés, qui ont laissé leur contact dans le CRM et qui ont été contactés et qui ont validé une démo avec les sales. Ça vous permet en fait de déterminer est-ce que réellement les sales, ça les intéresse. Le démo to win, c'est en revanche là des personnes qui ont déjà effectué une démo et qui ont été closées par la suite. Donc la facilité d'être closé. Pour ouvrir sur cette conférence et pour terminer à peu près, j'aimerais beaucoup vous donner un document qui avait été créé à la base par Céline Corazi, qui est la Head of Acquisition à GCAP, qui en fait a créé un document qui ressasse, en fait, qui recense l'ensemble du pipeline d'Agicap à un niveau de maturité, on va dire année -3, et qui permet en fait d'évaluer l'ensemble du funnel d'acquisition inbound avec les KPI qui lui sont affiliés. C'est super intéressant pour déterminer en fait qu'est-ce qu'on fait des leads que vous rentrez. Et donc c'est un miro, vous pouvez juste y aller, déterminer et puis voir après qu'est-ce qui peut vous intéresser ou pas, parce que c'est très product-centrique, ça va dépendre en fait de vos entreprises spécifiques. Donc en résumé, une approche responsabiliste, modeler la donnée, avoir un setup clean automatisé, automatiser les reporting, surcommuniquer les types et intégrer tous les cercles de l'entreprise, faire de l'entrisme, pour comprendre comment ils fonctionnent et comprendre du coup quels sont les KPI qui devraient impacter les KPI SEO basiques et traditionnels. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me voir à la fin pour en parler. Ah oui,
La question mug. Alors ça va pas être très difficile, mais c'est quoi le PTD que j'ai évoqué? C'était il n'y a pas longtemps, mine de rien, c'était il y a 2-3 slides. Oui, c'est bien. Ça représente quoi du coup? Ouais, nickel. Bon, bravo. On a une gagnante. On va donner le mail. Faut que tu poses une autre question alors. Ouais, j'ai pas. Ah oui, une autre question. Eh ben, qu'est-ce que le NRR? Le NRR. Le NRR, c'est un des KPI Global Business que j'avais évoqué. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu peux me donner la formule par exemple? Qu'est-ce que c'est le NRR? Ouais, exactement, c'est ça, bravo. Ouais. Eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y aurait des questions? Là. Merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper clair et très intéressant. Tu parlais tout à l'heure des modèles d'attribution. Chez Agicap, du coup, vous faites comment? Vous utilisez quoi comme modèle? Ouais, gros sujet que j'ai zappé parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais ouais, gros sujet parce que vu que la journée est longue. Nous, malheureusement, on est encore en First Touch. On essaie d'évoluer parce qu'une fois que tous les workflows sont créés, c'est compliqué de bouger de modèle. En plus, avec GA4, avant on pouvait, avec GA3, on pouvait comparer les modèles d'attribution. Là, il y en a moins aujourd'hui. Donc, on est en First Touch. Moi, je suis plutôt partisan en vrai des modèles linéaires et puis ensuite de voir en fonction du produit. Mais il y a forcément des secteurs qui sont affiliés à certains des modèles d'attribution. Typiquement, le Last Touch e-commerce est vachement utilisé. Moi, j'ai pas forcément de point de vue. En plus, je suis pas super expert du sujet. Je sais juste qu'il faut juste comprendre les avantages et inconvénients de chacun des modèles d'attribution. Que le First Touch est un modèle qui donne la belle part au nouveau trafic, aux nouveaux visiteurs, et que du coup, ça nous est plutôt avantageux là pour le coup. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, quelque chose qu'il faut faire évoluer. Et je pense avoir un système mature avant que tout le système doive avoir une grosse technique sur ce sujet-là, quoi. Voilà. D'autres questions? Oui. Bravo déjà pour la conférence, c'était super intéressant, très admiratif de ce que vous faites chez Agicap, ce que tu fais chez Agicap. J'ai une question sur l'analyse comparative. Tu disais que c'était une part assez importante, les contenus de type comparatif. Nous, on travaille avec beaucoup de clients en B2B, et c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait ranker facilement logiciel plus une intention avec une landing page classique. Aujourd'hui, les premières positions sont trustées pas mal par des comparatifs, par des comparateurs. Est-ce que tu constates la même chose et est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là, et comment toi tu fais pour faire en sorte de ranker quand même dessus? Super intéressant ce sujet. Oui, on le remarque beaucoup, notamment dans les sujets où, vu que c'est un logiciel pionnier, avant il y avait très peu de concurrents, et donc dans les SERP, il n'y avait que des homepages de produits. Et avec le temps, vous avez dû le voir aussi, avec le temps, c'est remplacé par des G2, des Captera, des logiciels des Frandroid, des comparateurs. Et donc du coup, pour dealer avec ça, en fait, ce genre de site ne se positionne pas uniquement sur meilleur logiciel 2, il se positionne sur logiciel 2. Et donc, pour attirer des leads qui sont légitimes pour nous, on est obligé de se positionner dessus. On s'est rendu compte de ça, nous on s'est positionné dessus parce que y avait une page qui en générait beaucoup plus, c'était un comparateur. Donc moi je conseille vraiment d'en faire et de tester, même s'il faut prendre des pincettes en termes de être à 100% honnête, etc. Mais en tout cas, ouais, on le remarque vachement. C'est que et donc moi ce que je conseille, c'est d'avoir une page et une page homepage optimisée sur le mot-clé et un comparateur. Et je sais que beaucoup n'aiment pas parce que ça va être un risque de cannibalisation. En réalité, de mon point de vue, de ce que je vois, Google n'a jamais fait ranker. Par exemple, en Allemagne, ça nous est arrivé récemment sur un de nos mots-clés. Et quand on a essayé de faire cette duplication par sécurité, il n'a jamais fait ranker dans les 3 premières pages l'autre page comparative jusqu'à ce qu'il fasse que ces pages soient que des comparateurs. Et du coup, ça a été terriblement seamless pour nous. On a juste désoptimisé la homepage après. On avait déjà un backup et on est réatterri premier sur ce mot-clé. Donc ouais, mais c'est pas facile. Merci beaucoup. Dernière question. Ouais, moi je suis d'accord pour les comparateurs, ça marche très très fort. Je conseille même de faire des reviews de vos concurrents,
Donc il y a deux choses. Vous faites une review de vous-même déjà pour expliquer ce que vous faites, ce que font les concurrents dans les comparateurs. Vous faites une review de vos concurrents et vous vous comparez. Donc ça fait 3 contenus au lieu de 1 et vous rankez sur beaucoup plus de requêtes commerciales. Et moi, ce que j'avais, le problème justement que ça engendre, c'est qu'on a des concurrents. Tu parlais de loi sur l'Europe par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on a souvent des comparateurs qui sont volontairement outdatés, je dirais, qui ont 1-2 ans, et toi, ton logiciel, il évolue. Et tu sais que Volontairement sûr? Oui, c'est volontaire, souvent. Donc, eux, ils se montrent toujours mieux que toi, forcément, c'est le but. Et il y a un petit flou au niveau juridique, en fait, c'est que, comme tu dis, il ne faut pas dénigrer l'autre, etc. Mais on sent bien qu'il y a des concurrents qui vont faire en sorte qu'ils vont montrer des screenshots de ton app il y a 2 ans et ils vont se montrer super, ils font 10 fois plus de trucs. Et c'est un peu la borderline. Est-ce que tu as ce genre de problème de dire ouais, mais j'ai mes concurrents qui font des pages commerciales qui se comparent, mais ils ne sont pas du tout à jour. Et comment je fais pour résoudre ce problème-là? Je les contacte, c'est légal, ou j'ignore le truc. Enfin voilà, c'est quoi ta stratégie là-dessus? Ouais, sujet complexe. Ouais, il y a du légal dessus. Et évidemment, du coup, nos sales, nos produits, etc. sont très au fait de ça. Quand on benchmark, etc., ça se voit très rapidement. J'ai pas vraiment de réponse à ça parce qu'en réalité, la majorité de ceux qui sont en ligne, pour nous, ne sont pas vraiment problématiques parce qu'ils sont moins bien positionnés. La majorité des cas, moi, je leur envoie un simple mail. Je leur dis, bah écoutez, là c'est faux, soit changer l'information, soit dégager l'info, enfin dégager l'article quand c'est vraiment, ils vous envoient une déflagration, juste du pur pathos, ça peut arriver. Mais fondamentalement, quand même, il y a une majorité des, par exemple, un de nos concurrents qui était Figure a fait un comparateur de ce type. Il ne rechigne pas à changer l'information quand elle est obsolète. De mon point de vue, sur 90% des cas, ça prend du temps, c'est relou. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, parce que là, on en a à peu près 60 sur le site, il faut absolument qu'on fasse que de l'evergreen, et j'espère que nos concurrents le font, et le feront. Et oui, on se bat qu'au niveau légal, si vraiment il y a des comparateurs qui sont problématiques, mais en vrai, il y en a assez peu qui nous pompent beaucoup de business de leur côté, parce qu'on, mine de rien, on est bien implanté niveau Europe, donc on se permet de pas trop porter l'oreille, quoi. Mais oui, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, surtout quand il n'y a pas de mention légale. Ça nous arrive aussi. Eh bien, merci Romain.